Chers abonnés de Trader Pro, bonjour. Je voulais faire un petit point sur les marchés, parce qu'on arrive quand même sur des niveaux de marché qui vont être stratégiques pour les mois à venir. On va faire déjà le point sur la performance du portefeuille Trader Pro ouvert le 15 août 2021 avec 20 000 euros. Je suis maintenant à 32 039 trades et j'ai fait 19,84% de trades de bénéfices sur mes trades en moyenne. Et j'ai un gain de 64 253,59 euros. J'ai 94,2% de trade gagnant. Donc je continue ma stratégie qui se passe bien. J'ai une belle progression du portefeuille, donc je vais essayer de garder le rythme pour les mois à venir. Depuis le début de l'année, c'est important de voir aussi les performances depuis le début de l'année. Je suis à 43 351 euros de gain. J'ai fait 2347 trades, donc j'ai beaucoup tradé cette année. 95,6% de trades gagnants. On a terminé le mois d'octobre, donc les performances sur le mois d'octobre. On a fait un très bon mois d'octobre. C'est un marché difficile pour beaucoup, hein. On s'y attendait, hein, puisqu'on avait, je vais l'expliquer dans mes analyses techniques tout à l'heure, mais là on fait un très bon mois. Je crois que c'est mon mois record, 6463,90 euros avec 30,39%, 35 euros, je veux dire 30,35 euros de gains moyens. Donc les gains moyens ont augmenté, hein, c'est normal puisqu'on a eu un peu plus de volatilité. J'ai fait 213 trades et puis j'ai un Drodo excellent de 39,18. Puis surtout 98,1% de trades gagnants. Donc, ce qui prouve que même dans un marché extrêmement difficile, on peut faire de très belles performances quand on a une bonne stratégie de trading. Et pour ce début du mois, j'ai pas tradé, hein, hier, j'étais tranquille. J'ai pris sur le blé. Le blé, j'ai fait un trade sur le blé. J'ai fait 52,62 euros. J'ai un trade et bien sûr 100% de trade gagnant. J'avais acheté un retracement et j'ai pris mes bénéfices comme d'habitude assez rapidement. On va passer à l'analyse technique. Je vais vous faire un point sur le Nasdaq, hein. Je vous rappelle bien sûr que c'est purement pédagogique. Je ne suis pas là pour donner des conseils boursiers, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, il faut bien comprendre ça. Euh, Ça vous donne juste une idée de mon trading. On va passer sur le CAC 40. J'ai posté des articles sur le Facebook Trader Pro tout à l'heure. Qui vous permet de savoir un peu mes stratégies. Donc je vais répéter un peu ce que je dis. Donc qu'est-ce qu'on a eu sur qu'est-ce que je m'attends. Je vais vous faire du long moyen court terme. Donc voilà, on a eu le CAC 40, on voit bien ces grands mouvements. Alors on a eu la crise, j'ai passé l'historique ici, la crise de 2009 et puis après la crise de 2009, on a eu une grosse remontée avec un crack Covid. Et puis derrière, on s'est envolé derrière encore plus haut, toujours pareil, parce que les banques centrales sont intervenues. Mais aujourd'hui, sur ce mouvement baissier, les banques centrales n'interviennent plus. Donc moi, je suis naturellement vendeur sur le CAC, vous le savez. Ma cible sur le CAC était de 6220 points en 2021, quand on évoluait dans ces niveaux-là. Je visais ce support-là. Une fois qu'on a cassé ce support-là, je visais les 5500 points. On s'est rapproché de ce support dernièrement. Je suis allégé des ventes que j'avais fait au-dessus des 6220 points. J'ai pris mes bénéfices sur mes ventes. Et après, je suis repassé un peu à l'achat. Et là, je reviens vendeur sur les marchés, sur l'ensemble des indices, pour aller chercher un nouveau test des 5500 points, hein, courant 2023 et puis surtout les 4900 points. J'estime que le potentiel baissier à long terme sur le CAC, hein, avec la hausse des taux, l'inflation, la conjoncture économique, géopolitique actuelle, je ne serais pas surpris de voir le CAC revenir entre 4300 et 3500 points. C'est pour ça que je dis à mes abonnés Trader Pro, inutile de se précipiter à l'achat long terme sur les actions, d'ouvrir des PEA maintenant, hein. Je vous avais recommandé de solder vos PEA ici, hein, de récupérer le maximum de cash, d'ouvrir un compte de trading pour essayer de continuer à trading, de continuer le trader et de rester en contact avec le marché pour faire des profits sur les indices. Comme vous voyez, moi ça va vers j'ai près de 63 000 euros de plus-value maintenant. Bah, ces 63 000 euros de plus-value que j'ai fait avec 20 000 euros, une toute partie de mon PEA, vont me permettre en fin de compte d'acheter 63 000 actions au plus bas avec mes bénéfices sans risque, puisque j'aurai un prix de revient de zéro. Ce sera des plus-values que j'aurai fait sur les indices. Donc j'achèterai des petites lignes d'actions dans ces niveaux-là, des actions de qualité. Je vous dirai lesquelles. Je suis en train de construire les lignes. Et voilà, j'achèterai les meilleurs secteurs. Et puis dans ces meilleurs secteurs, j'achèterai 3 actions de ces meilleurs secteurs pour jouer un nouveau cycle haussier
surtout un rebond des marchés, avec toujours pareil des petites positions sur de larges lignes généralement. J'achète des lignes de 2000 € sur 3 positions, ça me fait des positions de 6000 € par titre, mais c'est largement suffisant puisque quand ça s'envole, j'ai rapidement doublé mon capital. Je reviendrai sur les stratégies d'achat long terme. Comme vous le savez, sur le long terme, si vous avez vu ma vidéo sur Intel, hein, quand je fais de l'achat long terme sur action, je n'investis jamais long terme avec mon capital. J'achète avec mon capital sur le très court terme et je réinvestis les bénéfices que j'ai gagnés avec mon capital en achetant des actions au prix du marché sur le long terme, ce qui me permet d'avoir des actions avec des prix de revient de zéro. Et au final, je ne peux plus perdre et je me laisse porter après par une grande tendance haussière. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. On a eu ce rebond à proximité des 5500 points, c'était notre cible, donc on s'était allégé. Et puis on visait, nous, les moyennes mobiles, les moyennes mobiles EMA, hein, les EMA daily, je vous avais dit, et weekly. Donc les EMA weekly, on arrive dedans, on est dans les EMA weekly. Donc moi, je commence à vendre dans cette zone. Et la zone d'or entre les 38 et 61%. Donc vous voyez, j'ai une large zone, parce que j'estime même que même si on montait ici sur ce niveau-là, je resterai vendeur pour aller chercher les 5500 points. Donc pour comment je joue cette stratégie, mon but c'est de prendre des petites positions sur de larges niveaux. Aussi l'indice monte, je vais être de plus en plus enclenché ici. Puis à un moment, quand ça va redescendre, hop, ça va bouger, ça va descendre. Et là, j'aurai un prix de moyen intéressant qui me permettra d'aller chercher les 5500 points, où je pourrais solder 50% de ma position, par exemple, pour jouer un rebond et revendre dans la tendance sur un pullback technique dans les moyennes MA daily par exemple, et aller chercher mon objectif qui est surtout 4900 points. Hein. En 2023, c'est vraiment la cible que je garde. Donc voilà, pourquoi j'ai pas vendu les MA daily, parce qu'on avait quand même un fort rebond sur les marchés. On voit bien les MA daily ici, on est rentré dedans, qui est déjà c'est une très belle zone de vente. Hein. Ceux qui ont vendu les MA daily, vous allez pouvoir prendre des gains sur les 5500 points, mais bien sûr, vous êtes moins bien positionné parce que vous devez supporter des moins-values latentes. Donc c'est des fois stressant, pénalisant, mais bon, si vous avez des petites positions de 0 de l'eau dans cette là, quand vous montez là, bah, vous n'êtes pas inquiet, vous profiter pour renforcer sur des niveaux stratégiques. Donc voilà, j'avais moi annulé mes ordres de vente dans les MA daily ici, puisque à la force du mouvement, je vous ai dit, on est plus dans ce mouvement-là. Hein, on risque de franchir ces MA daily et échouer à proximité de la SMA. On y est déjà dans la SMA là, et surtout dans les MA weekly. Donc voilà, c'est pareil pour tous les indices, sauf sur le Nasdaq où je vais faire une analyse un petit peu plus poussée. Donc là, on voit bien, on est arrivé. C'est pour ça que quand j'ai annulé mes ordres moi, sur les MA weekly, ben là, je commence à vendre. D'ailleurs, je pourrais même vendre ici, par exemple, une position, je peux commencer à vendre sans souci. Voilà, donc pour le CAC, voilà, le rebond, on est plus dans une phase où on essaye de faire un retour hein, sur cette droite de tendance. Alors peut-être que si on casse cette droite de tendance, on aura une poussée spéculative pour une raison X, mais d'un autre côté, les raisons fondamentales de la baisse des marchés est inchangée. Hein. L'inflation est à plus de 10% en Europe. On voit bien, c'est quelque chose de dramatique. Les banques centrales continuent à augmenter les taux. La BCE l'a fait. La Fed va le faire encore aujourd'hui. Alors les marchés anticipent, ils se disent voilà un ralentissement de la hausse des taux, mais rien n'y fait. On est plus ici dans un rebond technique généré par des rachats de ventes, comme des personnes comme nous qui avions vendu ces niveaux-là et qui avons pris des bénéfices sur leur vente. Donc nous, on est passé mécaniquement à l'achat, plus ceux qui achètent actuellement sur ces niveaux-là quand nous on vend. Donc en gros, ceux qui achètent à ces niveaux-là achètent les contrats sur le CAC que nous leur vendons. En fin de compte. Donc voilà, pour aller prendre des bénéfices sur les 5000, 4900 points. Donc voilà, donc on voit que la Corée du Nord est agressif avec les essais nucléaires, on voit la Chine et Taïwan avec les États-Unis, c'est inquiétant. On a quand même la guerre en Ukraine hein, qui est toujours là, et puis voilà, l'hiver arrive, et puis on n'a pas encore eu les vraies conséquences de la guerre en Ukraine avec l'arrêt de Nord Stream 1 et 2. On n'a pas les conséquences, ces conséquences vont arriver en 2023 où là le coût de l'énergie va augmenter considérablement, les boucliers tarifaires ne seront pas éternels, on va rentrer dans le dur et on va vraiment rentrer en 2023 dans la période où vraiment on va ressentir l'effet de la guerre en Ukraine et de l'inflation dans les résultats des entreprises. C'est pour ça qu'on a vu énormément d'entreprises qui sont effondrées, hein, comme on a vu Intel qui est une belle valeur, qui s'est effondrée. On voit des valeurs, les gens ne se rendent pas compte que depuis un an, des valeurs ont perdu plus de 50 à 70% de leur valeur. Alors quand une valeur qui perd 50-70% de sa valeur dans un marché baissier comme ça et dans une économie extrêmement dégradée, ne peut pas rebondir comme ça de 50%. Généralement, il y a une grande phase de stabilisation où l'action va rebondir de 10%, va reperdre 20%, va rebondir de 5%, va reperdre 20%, mais à chaque coup que les gens achètent l'action, même 70% plus bas, ils peuvent perdre 25 à 30% sur leur position, et ainsi de suite. Même les derniers arrivés perdront toujours. Parce que si vous comprenez que si vous achetez
acheté une personne qui a acheté par exemple, qui a acheté le CAC ici, il perd 23%. Une personne qui achète ici, là, pour perdre 23%, ça va très très vite aussi. Il peut reperdre derrière 23% aussi. Donc c'est loin d'être terminé, hein. On a aussi sur les banques centrales, en fin de compte, elles montent les taux d'intérêt, et puis aujourd'hui, qu'elles se rendent compte, on voit que les salariés demandent des hausses de salaire. Donc bien sûr, les hausses de salaire ne sont pas possibles, puisque si les salaires montent alors que les banques centrales montent les taux d'intérêt, la hausse des salaires annule l'effet voulu des banques centrales sur l'inflation, qui a pour but de baisser l'inflation à 2%. Donc tout ça, on est dans une spirale un petit peu inflationniste, au bord de l'hyperinflation dans certains domaines. Donc c'est quelque chose de catastrophique. On est à la fin d'un cycle qui a été accéléré par les politiques monétaires, le cycle qu'on a vécu, qui a duré en fin de compte de 2010 jusqu'à 2022. Hein, ce grand cycle haussier, c'est un cycle de 30 ans qu'on a vécu en fin de compte, qui a été accéléré par une politique monétaire ultra accommodante qui a duré trop longtemps. Hein. C'était une bonne stratégie de la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine, après la crise de 2010, de remonter ses taux d'intérêt. C'était très bien pour éviter la récession, relancer l'économie. C'est ce qui s'est passé. Le chômage est tombé au plus bas, sauf que elle n'a pas pu remonter ses taux comme elle le voulait durant la crise Covid, parce que c'était à cette période-là qu'il aurait fallu remonter ses taux pour stabiliser l'inflation. Ils n'ont pas pu, donc ils ont dû garder des taux très très bas et puis soutenir l'économie sur le crack Covid ici. Et donc ici, je veux dire, excusez-moi, sur le crack Covid, et donc ça a généré des bulles, et la masse monétaire a explosé. Et voilà, et maintenant, le fait, c'est cette période trop tardive pour remonter les taux génère maintenant une non-maîtrise de l'inflation et des grandes difficultés pour les banques centrales. On le voit, le dollar s'est envolé, hein, c'est normal, avec des taux à 4% bientôt aux États-Unis, et ça effondre aussi le yen au Japon, qui eux, voilà, la monnaie vaut moins cher, donc ils payent plus cher les importations, et puis gagnent moins sur leurs exportations quand ils sont rémunérés en dollars. Donc voilà, c'est une catastrophe. En plus, il y a des carry trades sur le foreign, hein, des gens qui vont acheter du yen à des taux d'intérêt très très bas pour investir sur du dollar, et voilà, faire du carry trade et gagner sur la différence de rendement des monnaies. Donc c'est catastrophique. Je parle aussi bien sûr de la crise immobilière qui est en train d'arriver, hein, aux États-Unis. Hein, l'immobilier s'est envolé, comme en France. On a un pic haussier sur le marché de l'immobilier. Pourquoi? Tout simplement parce que les primo-accédants savent que demain les taux vont monter, savent que demain les banques vont être plus réticents à prêter de l'argent, vont demander plus d'apport personnel, et ces primo-accédants, les salaires étant ceux qu'ils sont, ne pourront pas acheter de l'immobilier demain au prix actuel, donc, sauf si les prix baissent derrière. Donc là, ils se sont précipités à boucler leur dossier financier et acheter au prix du marché, hein, peu importe le prix de la maison qu'ils voulaient acheter, il leur fallait une maison, et si la banque prêtait la somme, ils achetaient même si c'était pas la maison de leur rêve. Donc ces gens se sont endettés, ont payé des prix très très forts au plus haut, certains sur 25, d'autres sur 30 ans. Voilà, ils ont dépensé l'équivalent d'une vie de travail pour beaucoup, hein, puisque certains remboursements arrivent à 1200, 1300 euros par mois sur 25 ans. C'est énorme, ça correspond à un SMIC pour certaines personnes. Donc les accidents de la vie ne sont pas impossibles, les divorces, tout ça va générer bien sûr un stress sur le marché immobilier qui va entraîner derrière, bien sûr, le secteur. On va voir déjà des agences immobilières fragiles qui vont commencer à mettre la clé sous la porte, et puis après tout le secteur du bâtiment qui va ralentir, et puis quand le bâtiment va, tout va, mais quand le bâtiment ne va plus, rien ne va plus. Et on va rentrer dans une période de récession, ce qui est voulu d'ailleurs pour les banques centrales. Le seul moyen de contrer l'inflation aujourd'hui, hein, la hausse des taux ne suffit pas. C'est tout simplement de priver de pouvoir d'achat les populations en rentrant dans une récession, en provoquant une hausse du chômage et tout, pour que les gens acceptent de travailler pour moins cher, et acceptent de travailler. Certains préfèrent aujourd'hui avoir des aides sociales pour vivre que d'aller travailler, parce que le prix de l'essence est tellement élevé. Pourquoi aller travailler et dépenser de l'essence si à la fin du mois vous ne gagnez pas d'argent, parce que ce que vous comptiez gagner, le restant à vivre sur votre salaire, vous le mettez dans l'essence. Donc ça peut plus durer, c'est évident. Donc on va avoir une grosse crise immobilière systémique, hein, qui va être mondialisée. Ça va commencer, c'est en train de commencer déjà aux États-Unis, ça va se répandre aussi en Europe, et puis on a vraiment les deux gros blocs, la Chine et les États-Unis, qui vont rentrer dans une crise immobilière très
très grave. Alors certains investisseurs se réfugient sur Dubaï actuellement, mais Dubaï c'est petit et ça génère aussi une bulle à Dubaï. Donc attention à ça. Mais voilà, bon, gardez à l'esprit qu'on va avoir un éclatement des bulles immobilières aux États-Unis et en Chine, qui vont générer un séisme financier, une crise financière monstrueuse, hein, et du secteur de l'assurance et tout. Et donc on va avoir, là on est rentré dans la phase, la crise boursière qui commence, la crise obligataire qui a commencé, le crack obligataire. Maintenant on est sur le crack boursier. Et là on va voir le crack boursier. Hein. Les cracks obligataires et boursiers vont continuer à être alimentés par des ventes, et puis on va rentrer dans le crack immobilier aux États-Unis et en Chine qui vont entraîner derrière le secteur bancaire, la crise bancaire, pour terminer ensuite sur la crise de la dette des États et des monnaies, où certains États comme l'Italie pourraient être en grande difficulté, surtout qu'on voit l'économie allemande qui va être fortement impactée. Donc on va rentrer vraiment dans l'équivalent. Je pense qu'on va être dans une crise supérieure à celle de 2009, hein, parce qu'elle va être amplifiée par la guerre en Ukraine, et on est vraiment arrivé à la fin, à la rupture d'un système capitalisme, donc voilà, qui a besoin de faire une grosse purge de la masse monétaire, et voilà, c'est inévitable, il faut passer par là, il faut l'accepter. Donc il y a moyen de gagner de l'argent pour les gens qui sont avertis sur ces risques, qui savent comment intervenir sur ces marchés, mais voilà, mais tout le monde ne va pas gagner d'argent, puisque considérer que 90% vont perdre énormément d'argent, et ceux qui maîtrisent les marchés financiers, l'investissement, euh, vont être gagnants. Alors sur l'immobilier, on me demande souvent est-ce qu'il faut vendre son bien immobilier en urgence? Non. Si vous avez une résidence principale, par exemple, il faut la garder, même si les prix baissent. Vous gagnez toujours d'être chez vous et d'être propriétaire. Les prix s'ajustent, ça remontera un jour. Donc, par contre, ceux qui ont des logements Airbnb, qui font du bien locatif, oui, là c'est inquiétant. Surtout si vous êtes fortement endetté et que vous cherchez et que vous attendez des loyers pour rembourser votre dette à la fin du mois auprès de votre banque. Donc là, oui, j'estime que vous avez pris un gros risque d'acheter tous ces biens immobilier spéculatif pour faire de la location Airbnb. Vous n'êtes pas à l'abri d'une faillite d'Airbnb en plus. Donc oui, là je recommande de vendre au plus haut et de récupérer votre cash. Pourquoi pas, pour revenir sur les marchés actions quand le crack sera terminé. Donc on va passer aux analyses. Hein. Donc sur le CAC 40, voilà, vous voyez, moi je vends la zone d'or entre les 38 et 61%. Je sais que le marché peut monter, je sais que je vais être en perte potentielle à court terme. Je rappelle que j'ai un portefeuille conséquent maintenant, je suis plus à 20 000 euros, hein, puisque j'ai fait 64 000 euros de plus. Je suis à 84 100, 84 000,15, non 84 015 euros,94. Donc voilà, avec des positions de 0 de l'eau, hein, si on voit cette position là, si elle est enclenchée sur ce niveau-là, je vais perdre 79 euros, ce qui est dérisoire. Par contre, je gagnerai du gain derrière. Alors vous allez me dire, oui, 79 euros, voyons, vous gagnez pas beaucoup. Oui, mais c'est quand même 6 400 euros ce mois-ci et 64 000 euros de plus-value depuis la création du portefeuille, en utilisant toujours des 0,0 de l'eau. En utilisant des 0,0 de l'eau sur de larges niveaux. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que je prends très peu de pertes et beaucoup plus de gains, parce que même si je suis perdu, si je suis en perte ici, je ne vais pas être stoppé. Quand je prends un stop, ce sera vraiment sur des bonnes raisons. Par exemple, je pourrais très bien mettre mes stops au-dessus de ce niveau-là, et les pertes ne seraient pas énormes, puisque sur une position comme ça, une perte sur ce niveau-là, ça me ferait une perte de, on va regarder, ça me ferait une perte de 188 euros sur mes 64 000 euros de gain. Par contre, cette position-là qui est en gain, quand je vais être à 4 900 ici, ça va me faire un gain de 300 euros, même ici de 86 euros, que je saurais prendre pour me replacer sur un pullback technique dans les MATD. Donc voilà, donc je déconseille moi les achats sur les marchés. Ici, nous on avait vendu cette zone-là, on avait vendu cette zone-là, on a vendu cette zone-là, on a fait quelques achats ici techniques, mais là voilà, on se rapprochait des 5500 points. Je m'attendais à un contact ici, j'ai bien fait de commencer à vendre puisque je m'approchais de ce niveau. Si on regarde ici, on était à peu près à 2,22%, alors que j'avais vendu dans les MA, sur le plus haut, je gagnais à peu près 14%. Donc voilà, donc je me suis allégé, j'ai pris mes gains sur mes ventes, et puis voilà, je me remets à vendre maintenant, et j'ai fait des achats techniques où j'ai pris des gains aussi qui me permettent de faire un beau mois. Mais là maintenant, j'arrête les achats sur les indices. J'estime qu'on va arriver dans mes zones de vente. Donc les rebonds techniques sont toujours normales. Hein. Quand on a eu cette grosse baisse, on a perdu 22%, puis derrière, vous voyez, on avait rebondi de 18%, mais ça, parce qu'on rebondissait de 18%, que c'était la fin du marché baissier et un signal d'achat, puisque derrière on a rebaissé directement de 15%, et inversement ici, on avait remonté derrière de 15%. C'est pas pour ça que ça avait annulé la tendance baissière, puisque vous aviez baissé derrière de
15% encore, et là on rebondit actuellement de, on va regarder, de 13,36%, on pourrait très bien rebondir de 15%. Et c'est pas pour ça que vous n'aurez pas un potentiel baissier de 15% derrière sur les 5500 points. Donc voilà, donc je n'achète plus les marchés, je vends ma zone de short, on va zoomer un petit peu, hein. Donc voilà, donc là, cette zone, c'est bien sûr la zone des 38% et des 61, cette zone d'or que je vends, hein. On a nos moyennes mobiles MA qui sont ici, vous voyez, dans cette zone-là, ici, donc on est rentré dedans, on peut déjà échouer, là, c'est des très belles zones de vente déjà sur ce niveau-là. Si on allait plus haut, bien sûr, je vendrais sans aucune hésitation, puisque même si on allait plus haut, on aura de toute façon un rebond technique qui me permettra de placer des stops sur mes shorts, ou de prendre des bénéfices. En données 4 heures, on est toujours dans une tendance haussière en 4 heures, donc là on voit toujours mes zones de vente, hein. Donc là on a eu un signal d'achat 4 heures ici, hein, un signal d'achat, on a un signal de vente, et puis là on a un nouveau signal d'achat, mais on constate aussi qu'on a toujours des plus bas, de plus en plus bas, et des plus hauts qui ne sont pas de plus en plus hauts, donc attention à cette proximité ici, hein. On pourrait avoir logiquement l'échec le plus certain, ça va être dans cette zone là où on aura vraiment une prise de bénéfice et un pullback technique sur les 6200 points, support qui, quand il cassera, on ira à 5500 points. Alors même si je vends là avec le marché s'envoler pour des raisons de spéculation, toute cette zone-là, c'est une très belle zone de short pour aller chercher au minimum de toute façon un pullback à 6200 points. Donc vous serez gagnant à ce moment-là. Vous vous poserez les questions, est-ce que je prends mes gains? Est-ce que je place mes stops sur mes positions? Est-ce que je vise les 5500 points? Je pense qu'il faudra viser les 5500 points tout en se protégeant d'un éventuel pullback technique. Moi, techniquement, je garderai mes positions pour aller chercher les 6500 points. Je pourrais m'alléger de 0,01 lot sur certaines positions. Donc, si je m'allège, par exemple, sur des shorts, les deux là, par exemple, sur ces 6002, je prends 0,101, je replacerai 0,1, 0,1 dans un pullback technique sous les moyennes daily, comme ça, on voit bien quand on a un signal baissier, hein, je l'ai souvent dit, on a une amorce baissière comme ça, on vient vendre le retour dans les MA qui permet de capter le deuxième mouvement. On a souvent des vagues sur les marchés. Donc voilà. Donc je vais aller plus vite, je vais insister plus sur le Nasdaq qui a du retard. Donc voilà, sur le CAC 40, aucun souci, on vend. Sur le DAX, alors le DAX, je suis embêté parce qu'on voit que ma zone de vente, les 38, 61, on se rapproche, mais on a eu du mal à monter. On voit la zone de vente MADD, elle est dans cette zone-là. C'est cette zone-là que j'ai envie de vendre. Donc voilà, donc là j'ai pas pris du 0,0 de l'eau, ça m'embête parce que j'aime bien du 0,0 de l'eau, parce que quand ça descend, je peux solder 50% et garder le restant. Donc comme le mouvement, la zone est tellement large ici, je suis obligé de prendre du 0,0 de l'eau et je vise tout simplement les 12 500 points sur le DAX et après les 10 200 points. Donc je suis plus dans un mouvement correctif, on est là, même si on faisait ça, je suis plus dans ce mouvement-là sur le DAX. Puis après, bien sûr, on va aller chercher les 8400 points, mon objectif plus long terme. Donc voilà. Sur le Dow Jones, je suis déjà en vente, hein, sur le Dow Jones. On peut voir qu'on est rentré dans la zone DMA, donc j'ai déjà des positions short là. Ici, j'ai 3 positions short sur le Dow Jones. Donc ces positions, voilà, je suis en perte là je suis en perte de 62 euros, 62, 27. Et là, je suis en gain de 1,32 €. Voilà. Donc de ces positions, c'est normal que ces positions, on va les enlever pour voir plus clair, ces positions soient perdantes. Mais j'ai commencé à vendre, hein, le niveau des 50 ici, et je vends cette zone-là, ici, toute cette zone-là, je vends cette zone-là. Voilà, tout simplement. Et je vais chercher les 28 000 points derrière, et puis les 23 000 points courant 2023. Donc voilà, vous savez que par contre sur l'ensemble des indices, hein, je cesse les achats, je n'achète plus à partir de maintenant les indices, je vais rentrer dans une stratégie vendeuse. Le SP500, bah, toujours pareil, je vends la zone d'or entre 38 et 71 et je vise un retour à 3700 points et puis les 3000 points surtout, donc je vise un mouvement de ce type ici, voilà. Alors moi, je m'embête pas parce que je connais mes stratégies et tout. Je laisse mes ordres parce que je suis pas devant mes écrans et puis je m'en fous d'être touché là et que le marché monte et tout. Je travaille jamais au point près. Ceux qui veulent être plus précis, vous savez que dans cette zone-là, vous allez commencer à surveiller un signal de vente euh, daily par exemple, et puis essayer d'optimiser votre timing pour ceux qui sont devant les écrans, et puis de capter le mouvement, le point haut sera là, ou peut-être là, on ne sait pas. Donc vous pouvez optimiser. Alors je vais insister sur le Nasdaq que je vends.
Alors là, on voit sur le Nasdaq ma zone de vente où je suis embêté, c'est que beaucoup veulent acheter, mais on voit que ça monte pas dur. Et puis ma zone de vente, elle est très très haute, hein, parce que cet ordre-là, j'ai même pas à le mettre normalement. Normalement, ma zone de vente, elle est, si j'ai MA Daily, je devrais plus être comme ça en fin de compte. Entrée MA Daily, voilà, voilà, je devrais plus être dans ce type-là, voilà. Et puis après un short visuel, un écart type visuel, voilà. Ma zone de vente est là et le problème, je suis vachement éloigné encore et le Nasdaq ne monte pas. Donc je me demande si le Nasdaq, il faudrait qu'il prenne 11%, est-ce qu'il a réellement la capacité d'aller là? Et le Nasdaq, bah, bien sûr, c'est le plus pénalisé par la hausse des taux d'intérêt, hein. Et puis quand on regarde je vais supprimer, mais pour que ça soit plus clair, quand on regarde en mensuel, quand on regarde en mensuel, on se dit, oh là là, le mouvement ici, là, est quasiment équivalent à ça. Mais ça, c'est une illusion d'optique et une illusion mathématique, hein, puisqu'on utilise une échelle simple. Mais si on regarde en échelle logarithmique, qui est beaucoup plus juste en fin de compte, vous allez vous rendre compte que le mouvement, il est pas il est pas si gros que ça. Voilà, vous voyez, ça c'était la crise, la crise Internet, hein, ici. Ça, c'est la crise financière. Et vous voyez que ce mouvement qu'on a fait, il est petit, hein. Si on prend un équivalent de mouvement, de graphique, visuel, ça représente quand même une baisse beaucoup plus importante. Le mouvement n'est pas si important que ça par rapport à l'évolution des prix. C'est pour ça que j'estime que le Nasdaq, c'est l'indice qui a le plus de potentiel baissier. Alors moi, je sais déjà où est-ce que je vais sur le Nasdaq, hein. Le Nasdaq, vous le savez, ma cible minimum, c'est cette zone-là. Alors ça, c'est vraiment le minimum où je vis sur le Nasdaq, mais j'estime que le Nasdaq devrait certainement revenir dans cette zone-là. Moi, je vais plus acheter le Nasdaq dans cette zone-là. Donc un retour, donc on a vraiment un gros potentiel baissier. Je pense qu'on est tout au début de la baisse, hein. On voit là le retracement des 50% qui a fait vraiment un gros short. Et puis voilà, on est quand même dans une phase corrective importante parce qu'il y a eu des milliards de mis dessus. Et puis même si des gens ne veulent pas vendre des actions, des fois les banques n'ont pas le choix parce que les caisses sont vides et elles sont obligées de vendre des bonnes valeurs et ça effondre le marché. Euh, donc là, le Nasdaq, qu'est-ce que je fais? Tant que le mouvement baissier n'est pas enclenché sur les autres indices, bah je reste comme ça en fin de compte, hein. Par contre, je vois tout de suite déjà ici, on a un signal de vente MA ici, un signal de vente. Ils sont pas fréquents ces signaux de vente, hein, voilà, parce qu'on avait ce signal de vente, il suit en fin de compte ce signal d'achat qui était ici. Il y a eu un signal d'achat, donc moi j'avais acheté derrière, et puis j'ai jamais vendu en fin de compte. J'ai vendu ici parce qu'on était vraiment sur un excès et les fondamentaux avec la hausse de l'inflation, je savais que ça pouvait pas tenir. Mais là, autrement, si on n'avait pas eu l'inflation ici, voilà, là, je sortirais je serais plus acheteur, quoi. J'attendrais vraiment une longue phase de stabilisation sur l'indice parce qu'on peut pas se retourner comme ça avec la conjoncture actuelle, surtout on n'est plus du tout euh, dans la même structure fondamentale du marché. Donc là, on a bien sûr un canal ici, hein, que certains pourront tracer ici. On a vraiment ce canal baissier. J'ai peu espoir, qu'on arrive à rejoindre ma zone de vente. Elle est haute, mais je la garde quand même. Si jamais on avait, allez, si celui-là est touché, ce sera bien. Mais donc je vendrai peut-être après au marché quand j'aurai un signal de vente. Mais j'ai quand même, voilà, le seul espoir que j'ai, c'est sur la cupidité des investisseurs, qu'ils arrivent à imaginer des choses, à faire parler les graphiques. Par exemple, ici, on a une structure baissière en 5 vagues, enfin en 3 vagues, je veux dire, voilà. On a cette structure baissière ici qui est intéressante, hein, et qui m'offre un potentiel de vague de Wolf ici. Voilà. C'est pour ça que je laisse mes ordres encore assez haut, parce que je me dis les gens vont être assez stupides si on fait un petit zoom sur le, sur le graphique Nasdaq, voilà. Alors, je suis pas super bien mis, mais bon, voilà, on n'est pas au point près. Voilà, c'est vraiment pour vous donner un petit peu l'idée. Voilà, on a eu des grandes vagues. Le souci que j'ai, c'est est-ce que cette vague 5 est terminée ici, ou est-ce qu'elle va être plus bas? Dans tous les cas, peu importe, ça ne va pas changer la vague de Wolf. Ici, si je la reprends bien,
ma vague de vol va être, c'est le point 4 qui m'intéressait, le point 3. Donc que le marché soit ici, que ma vague 5 se termine là ou là, elle est déjà valide, j'ai aucun intérêt de changer ce potentiel haussier. Donc j'ai vraiment un potentiel haussier, vraiment, ce serait vraiment le pullback ici, là, et après une grosse chute. Le maximum qu'on puisse aller pour moi sur le... Là, c'est pour ça que je suis resté dans cette zone-là. C'est pour ça que je vends vraiment cette zone-là. La zone d'or ici, hein, toujours pareil. Je vends cette zone d'or ici. Voilà. Je m'autorise, voilà, un truc fou, une poussée dans cette zone-là encore. Mais déjà, j'aurais envie de vendre ces MA. Je pourrais même vendre ici les MA. C'est pour ça que j'ai pas pris du 0,2, j'ai pris du 0,1. Je vais quand même placer ici 2 ordres parce que les marchés vont pas pouvoir tenir comme ça longtemps. Voilà. Je vais quand même placer vraiment sur l'excès ici parce que je pourrais toujours prendre du gain. Même si on venait là, on aura un petit mouvement. Voilà. Je vais vraiment. Et là, je vais regarder un peu les paires si je suis au maximum. Ça me fait 400 euros, c'est supportable pour moi. 400 euros pour qu'on aille là. Et puis, j'aurai toujours des gains à prendre. Voilà. Mais vraiment, la zone de vente, si vous voulez vraiment vendre le dos, le Nasdaq, c'est vraiment la zone à moindre risque, hein. C'est vraiment quand vous arrivez là sur la zone d'or, les 38 ici, et surtout dans la zone des MA, toujours pareil, hein. Cette zone des MA, c'est pour ça que j'avais un ordre ici là. Ma MA, elle est vraiment accélérée. Puis j'ai les 38 ici, je vais en mettre 2 ici là. Voilà, comme ça j'ai vraiment, là c'est vraiment la zone où la grosse résistance ici qui est importante. Après, si ça monte au-dessus, j'avais vendu pourquoi sur les... ouais, après j'ai fait du visuel parce que là j'ai les 50, les 61, les 38 que je vends. Ici je pourrais presque... il m'en faudrait presque un là aussi. Voilà. Voilà, c'est vraiment des petites positions qui me mettent pas en difficulté parce que si je vends là, imaginez quand on était là, si je vous disais de pouvoir vendre là, vous auriez signé tout de suite. J'ai peu d'espoir sur les heures d'au-dessus là, peu d'espoir qu'on casse. Donc voilà. Donc sur le Nasdaq, j'ai de retard, je vais surveiller, mais il y a de grandes chances que je me retrouve à vendre le Nasdaq au marché à un moment sur un gros décrochage. Voilà. C'est évident que quand j'aurai une bougie rouge à Kinashin, je me poserai même pas la question. Voilà, bah, j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire. Sur l'indice britannique, bah, bien sûr, hein, je suis avec l'inflation, ce qu'ils vivent là, ils ont un rebond technique, mais ça va tomber de toute façon, hein. Je vise les 5600 points sur cet indice. Donc, donc là, j'ai pris des petites positions vendeuses. Je suis les MA Daily, on est vraiment, ça s'accroche, hein. Pourquoi ça s'accroche l'indice? Bah, tout simplement parce que la monnaie britannique s'est effondrée. Donc quand la monnaie s'effondre, bah, les gens achètent des actions pour éviter de perdre sur la monnaie. Mais ça ne dure qu'un temps. Bah, là, tiens, je vais replacer un ordre. J'aurai toujours un petit gain à prendre ici. Là, je vais replacer un ordre ici. Voilà. Là, je reste comme ça tranquillement. Je suis pas inquiet. Cette zone-là, pour moi, ça va être une zone d'échec. Et puis après, on va aller chercher naturellement le support des 6000 points. Je rappelle pour les portefeuilles, les petits portefeuilles en dessous de 5000 euros, vous ne pouvez intervenir que sur le CAC avec des 0 à 1 lot ou sur le Dow Jones pour les indices US avec des 0 à 1 lot. Si vous, sur le Dow Jones, je veux dire, des 0 à 1 lot. Hein, parce que là, c'est très, comment dire, très spéculatif les mouvements. Vous ne pouvez pas intervenir sur le Nasdaq, par exemple, ou le DAX. Le DAX, c'est vraiment trop puissant. Vous voyez, hein, moi je suis sur du 0,1 sur le DAX, ça perd tout de suite un billet. Donc attention à ça. Donc le dos, pareil, hein, ma belle zone de vente là sur le dos, on rentre dedans. Là, on a eu de la vraie action. Vous êtes plus dans ce mouvement ici. On arrive sur la fin ici. On peut dire qu'on vous êtes à peu près à ce niveau-là. C'est l'équivalent ici. Donc derrière est resté un petit restant haussier là de combien? De 2%. Donc là, avec la Fed, vous allez peut-être pousser ici 2% ici, mais après, de toute façon, vous irez à 23 000, c'est inévitable. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci pour les commentaires, merci pour les pouces bleus et de faire connaître la chaîne. C'est sympa, ça me motive à faire du contenu, même si cette chaîne ne me rapporte rien du tout. Et puis je vous donne rendez-vous sur le Facebook Trader Pro pour échanger encore si vous avez des questions. Sur ce, bonne journée à tous.